L'art a croisé le chemin de l'homme il y a très longtemps. À moins que ce soit l'inverse. L'homme a croisé le chemin... peu importe. Lorsqu'ils se sont rencontrés, une porte s'est ouverte, révélant une dimension aux proportions vertigineuses, infinie. Un miroir de l'univers à explorer. L'œuvre d'art est une projection de la réalité, capable de se distinguer de la nature, tout en jouant avec ses règles, la parachevant, la déformant, la questionnant. Elle est aussi capable de faire trace dans le temps. L'être humain, après avoir osé quitter la caverne mythique pour explorer les merveilles du monde intelligible, revint devant la paroi où il avait admiré les ombres danser pendant si longtemps. Mais cette fois, ce fut pour recouvrir cette même paroi de toutes ses découvertes. À cet instant, savait-il que ce geste lui survivrait ? Le fit-il pour des dieux païens ? Le fit-il pour fédérer son clan ? Le fit-il pour lui-même ? Ce qui semble évident, c'est qu'à travers lui, une forme d'expression nouvelle était apparue. Mais comment la décrire ? Un échange viscéral avec le vécu ? Une errance sensorielle ? Une introspection authentique ? Un vélo tout-terrain ? Non, ça c'est sûr que non. L'art exprime toujours avec plus ou moins de précision une vérité intérieure. Il est le nuancier de l'émotion, comme le souligne Keira Shakor. C'est toute la beauté de cette dimension insondable. Sa partie immergée réside en chacun de nous, et nous pouvons décider d'y naviguer pour en tirer quelques bienfaits. Cette navigation fantastique n'est pas toujours facile. C'est pourquoi le navire se doit d'être stable, bien ancré, puisque son gouvernail n'aura jamais la direction assistée, encore moins l'airbag intégré ou le GPS, et que vous en resterez le seul capitaine. À l'aube de l'humanité, quelqu'un dédiait déjà sa vie à construire et à renforcer ses navires. Et aujourd'hui, on reconnaît de nouveau sa valeur. On l'appelle l'art-thérapeute. Pardon ? Ouais. Ah ouais ? Non ! Ok. Bon, apparemment, j'en ai fait un peu trop des caisses pour une intro. Hein ? Ça t'a donné envie de faire du vélo ? D'accord. Eh ben, tu veux que je te dise ? C'est le plus beau compliment qu'on m'a fait depuis très longtemps. Bienvenue sur Radio Art Thérapie. Si l'art thérapie vous questionne, j'espère que vous trouverez des réponses ici. Je suis art thérapeute diplômé et dans ce format, on va parler librement d'art thérapie. Comme c'est le tout premier épisode, quelques présentations s'imposent. Mon pseudo, c'est mes deux initiales. Le précepteur m'avait appelé... double R, je vais t'appeler double R. Mon ami Missix m'appelle comme ça. RR qui a posé ses guitares. Vous pouvez m'appeler Roucoups. En fait, vous m'appelez comme vous voulez tant que vous m'appelez pas... Tête du cul. Ah ouais. On va prendre le temps d'explorer les contours de cette profession. Mais pour commencer, quoi de mieux que de célébrer une naissance ? Qu'est-ce que la naissance de l'art peut nous apprendre de ses vertus thérapeutiques ? Petite précision, ce format peut s'écouter comme un podcast. Ce qui veut dire que vous pouvez faire votre jogging, sortir votre chien, faire votre cuisine, faire des pompes, écrire à Gérard Jugnot, ou pourquoi pas, pratiquer une activité créative tout en écoutant. Très important aussi, et je sors mon doigt inquisiteur, donc c'est important, favoriser un processus créatif dans un contexte art thérapeutique, ce n'est pas nourrir une mystique. L'art-thérapie, ce n'est pas du chamanisme. Ça, c'est une méthode qui répond à des bases scientifiques et à une déontologie. Donc, même si sur Radio Art Thérapie, je vais souvent donner mon avis, eh bien, vous trouverez en description des sources scientifiques pour étayer mes propos. Pour finir, mon souhait avec Radio Art Thérapie, c'est que vous puissiez favoriser ou en tout cas reconsidérer un rapport à l'art. Et ça passe aussi par l'échange. C'est le tout début de la chaîne, donc n'hésitez pas à m'adresser directement la parole dans les commentaires, je me ferai un plaisir
de vous répondre. Ici, on va construire. Mais pour construire, ça me paraît important d'abord de respecter ce qui a déjà été fait de bien et d'utile, mais aussi de balayer ce qui ne l'est pas. Et comme angle d'attaque pour cette première partie, on va carrément chercher la serpillière. Ici, Radio Art-Thérapie. Alors Fabien, que pensez-vous de ces chansons d'aujourd'hui et de ces artistes Mais déjà, il a beaucoup de talent, le garçon. Beaucoup, beaucoup. Mais la seule chose que moi, l'observation que je fais, et ça s'adresse pas spécialement à lui, hein, quand je dis ça, c'était, bon, il a beaucoup de talent, indiscutablement, il chante bien, comme personne, il n'y a rien à dire, tu vois, c'est parfait. Mais on a perdu cette notion aujourd'hui des beaux garçons, des très beaux garçons qu'on lance. On a négligé aujourd'hui le rôle du beau chanteur. Là, quand vous voyez ces mecs aujourd'hui, non mais franchement, par politesse, tout le monde dit que c'est formidable, très bien, mais vous mettez pas un poster, comment il s'appelle ce garçon de Gage dans votre chambre? Alors, vous êtes d'accord? Non, Tony Gage. Tony Gage, franchement. Et moi, quand je dis ça, c'est pas au premier degré, je me mets au 8e degré, évidemment, parce que je me permettrais pas de dire ça de quelqu'un. Mais je parle d'une manière générale pour les chanteurs. Quand est-ce qu'on va nous sortir des beaux mecs? Ou des belles, ou des filles sublimes? Quand vous regardez Oshi, par exemple, qui a un talent incroyable, indiscutable. Mais enfin, vous mettez un poster de Oshi dans votre chambre, vous? Mais elle est effrayante. Non mais quand je dis ça, j'ai rien contre cette fille qui est géniale. Mais qu'elle donne ses chansons à des filles sublimes, comme des Vanessa Paradis, comme il y a eu des Vartan, même des Sheila à 20 ans, ou des Françoise Hardy, enfin des gens. Il y a plein d'interprètes magnifiques. Je suis sûr qu'il y en a, il y a des filles et des garçons magnifiques qui cherchent des auteurs-compositeurs. Parce que ce qu'on n'a pas compris aujourd'hui, pour revendre du disque, revendre vendre des magazines, refaire de la presse, il faut des gens beaux. Un petit peu comme les To Be Free aussi à l'époque. Mais Calogero, il donnerait sa chanson, Calogero, à un équivalent de Johnny Hallyday d'aujourd'hui, enfin de l'époque, beau gosse. Oui. Mais il vendrait 4 fois ce qu'il vend. Et c'est un gros vendeur, Calogero. Il s'enlève la clientèle féminine. C'est-à-dire que mais je comprends, il s'en les 10. Moi, je comprends pas. Qu'il n'y a pas un manager autour d'eux qui leur dit, mais putain, mais arrivez avec des gueules pour faire bander les filles, quoi. Aïe, 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 aïe. Nous sommes en train de perdre quelque chose d'important. Peut-être que vous aviez déjà vu cet extrait et qu'il vous avait révolté. Il faut bien comprendre ce qu'a osé dire ce chroniqueur et attaché de presse payé par le service public. C'est vraiment symptomatique d'un problème plus global. Demandez-vous à votre boulanger ou à votre médecin d'être beau? Si vous le faites, ils vous répondront sans doute que ce n'est pas leur fonction, que votre remarque est superficielle et déplacée, ou du moins que votre grille de lecture est dans le désordre. Si j'avais été un peu taquin, en utilisant le même procédé rhétorique que lui, j'aurais proposé à ce Fabien Lecoeuvre, nommé tout de même chevalier des arts et des lettres, d'offrir ces merveilleuses chroniques subventionnées à des chroniqueurs plus agréables à l'œil. Mais bien sûr, je ne vais pas le faire. Tête du cul. Et puis, il se serait tiré sur un cadavre. Entre-temps, le monsieur s'est pris une shitstorm pour ses propos terribles, et ce n'est que justice d'après moi. Même si je lui souhaite rien de mal, quoi. C'était sans doute l'exemple le plus ridicule pour illustrer mon propos, mais des discours aussi décalés que celui-là, il y en a à l'appel. Une considération réductrice de l'art infiltre toutes les strates sociales, à la manière d'une pyramide de Ponzi, des décisionnaires jusqu'aux œuvres elles-mêmes, et c'est le citoyen lambda qui en pâtit. L'art est devenu une industrie. C'est comme ça. C'était déjà le cas bien avant notre génération, mais il semblerait que ce nouveau millénaire voit ses curseurs poussés à l'extrême. Si le terme NFT vous parle, vous devriez avoir un bon aperçu de ce à quoi la création artistique est parfois réduite, à savoir un produit de consommation extrait de tout contexte que l'on loue comme un vulgaire faire-valoir. L'État a peut-être oublié, ou fait semblant d'oublier, certaines fonctions essentielles de l'art, et tend à le promouvoir comme un divertissement trivial. Rassurez-vous, je n'en veux pas particulièrement à la France, qui rétrospectivement est plutôt une très bonne élève. Elle a permis la création de certaines des plus belles œuvres que l'humanité ait connues, jusqu'à offrir une reconnaissance concrète au statut d'artiste, ce qui peut encore à ce jour être considéré comme une singularité. Donc mon discours, il n'est pas anti-institution. Au contraire, je trouve qu'il y a de très beaux dispositifs mis en place et qu'il faut les préserver.
Et évidemment, des artistes merveilleux qui réalisent des œuvres merveilleuses, il y en a tous les jours. Notre société d'hypercommunication qui permet un accès à la culture de plus en plus vaste, une éclosion d'artistes de plus en plus nombreux et le partage de leurs productions de plus en plus simple, me rend très optimiste pour l'avenir. Je regrette simplement l'écueil dans lequel nous sommes tombés concernant l'éducation artistique. Et c'est pas un péché d'orgueil que de dire ça. Je suis moi-même un artiste modeste. Je suis pas incollable sur l'histoire de l'art. D'ailleurs, je parle pas ici de la connaissance du milieu artistique, dont l'élitisme de ceux qui s'en croient les garants est parfois assez nauséabond. Pour citer Pierre Grégory et Jean-Pierre Davier, les transactions d'œuvres d'art contemporains forment aujourd'hui un marché de dupes où un nombre croissant d'amateurs richissimes rencontrent quelques spéculateurs informés et cyniques. Non, je parle plutôt d'une compréhension pratique, fonctionnelle de l'art. À quoi sert-il ? J'ai parfois l'impression que poser la question est déjà en soi un acte de résistance. Mais sincèrement, on mérite mieux que l'Eurovision qui met la musique au service des idéologies. On mérite mieux que le plug anal Place Vendôme, que j'ai été soulagé de voir retourner dans le de son créateur. On mérite mieux que Jurassic World, cette insulte à l'intelligence qui court comme un T-Rex sans tête devant la dépouille de son grand frère. Le plus grave à mes yeux, c'est que les acteurs de ce fléchissement, en vidant leur production de toute essence artistique, renvoient une image vraiment superficielle de l'art, tout en maintenant l'illusion d'un gouffre entre l'artiste et le reste du monde. Ne serait-ce qu'en faisant croire qu'il faut dépenser 1 million d'euros pour faire un bon film ou une belle exposition, ce qui décourage la population à entretenir à son tour une culture et une pratique artistique pour son bien. Alors, à tous les décisionnaires cyniques qui œuvrent à nous montrer l'art comme un vulgaire loisir, une bouffonnerie sexy devant s'incliner devant des disciplines sérieuses et nécessaires, je voudrais rappeler des faits intéressants. Les premières traces de l'écriture des hommes sont visibles sur les restes des temples des cités sumériennes et datent de 3300 ans avant Jésus-Christ. L'os d'Ishango, datant de plus de 20 000 ans, est généralement cité pour être la première preuve de la connaissance des nombres premiers et de la multiplication. De son côté, la plus vieille peinture figurative date de plus de 40 000 ans, à Bornéo, en Asie du Sud-Est. En Afrique du Sud, le site de Blombos a livré des pierres gravées et colorées de motifs géométriques complexes associés à des objets de parure en coquillage. Cette découverte, datée d'environ 50 000 ans avant notre ère, est l'une des plus anciennes formes d'expression artistique humaine. Est-ce que vous commencez à voir où je veux en venir ? La paléontologue française Carole Fritz, lors de sa conférence à l'Agora des Savoirs, explique à quel point les peintures de la grotte de Chauvet, vieilles de 30 000 ans, étaient sophistiquées, autant en termes de moyens logistiques mis en œuvre que de valeur artistique. Elles incluaient des techniques de composition, de perspective, de dynamisme, jusqu'à chercher à inclure le spectateur dans la scène en opposant d'un côté la vie, symbolisée par le bassin d'une femme, et de l'autre la mort, avec un troupeau fondant sur elle sur une paroi adjacente, troupeau dont certains bisons se payent même le luxe de modifier leur trajectoire pour fondre vers le spectateur. Alors, je sais pas pour vous, mais moi ça me rend admiratif des capacités artistiques impressionnantes dont l'Homo erectus faisait déjà preuve à l'époque. C'est juste dingue en fait. C'est même dingo dingo. Dingo dingu dingui. C'est même ding ding dong. C'est même ding ding dingo. C'est même ding 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 dingo. Nous ne parlons ici que d'hypothèses sur des vestiges préhistoriques, mais de nos connaissances actuelles, on peut supposer que les débuts de l'art furent, sinon antérieurs, au moins contemporains à ceux des premières mathématiques écrites. À une période où les ressources se gagnaient au prix du sang, où chaque nuit des dangers mortels s'habillaient de noir, au point de nous avoir transmis encore aujourd'hui cette peur atavique de l'obscurité, pourquoi les Homo sapiens firent-ils le choix de réunir de l'ocre, du monoxyde de manganèse et du charbon de bois pour peindre Lascaux et Chauvet, plutôt que de miser chaque seconde de leur vie au développement pourtant crucial de certains acquis pratiques
D'autant plus qu'une œuvre comme Lascaux, c'était pas l'œuvre d'un seul artiste. Au contraire, ça nécessitait des moyens tels que ça impliquait, sinon tout le groupe, au moins une part très importante du groupe. Une théorie populaire expliquait que l'art paléolithique, principalement zoomorphe, c'est-à-dire qui représente des animaux, ne devait pas être qualifié d'art car il décrivait simplement des techniques de chasse à but éducatif. Là où ça devient intéressant, c'est qu'il a été récemment prouvé que ce sont les animaux dits dangereux et non chassés qui étaient les plus représentés. En effet, les félins, les rhinocéros, les mammouths sont de loin les animaux les plus représentés. Et cela en chaque lieu où les paléontologues ont identifié de l'art pariétal. Ça infirmerait donc la thèse selon laquelle la fonction de cet art ancestral serait principalement liée à la transmission des techniques de chasse. Mais ce n'est pas tout. Les parois sont également ornées de signes et de caractères cryptiques. On y trouve de la ponctuation, des hachures, des tracés digitaux, de nombreuses mains en positif, en négatif. On trouve aussi des signes géométriques, dont des croix et des triangles. Plein de choses en fait. Ce qui est une preuve concrète d'une capacité à symboliser. La théorie de l'anthropologue américaine Hélène Dissanayek, et que soutient aussi le philosophe français Luc Ferry, c'est que l'art, lorsqu'il se manifestait en l'homme comme une pulsion vitale, répondait déjà de ses fonctions fondamentales. C'est sûr, il y avait le plaisir purement sensoriel, disons le divertissement, mais c'était bien plus que ça. La pratique artistique répond à des besoins qu'elle est la seule à combler, et la recherche tente à prouver qu'elle comblait déjà ces besoins dans la préhistoire. La recherche d'une émotion esthétique dont découle une plus grande connaissance de soi et du monde. Un rapport bénéfique au sacré et par extension à la spiritualité qui donne un sens à l'existence. La possibilité de créer du mythe fondateur pour faire société. Le moyen le plus adapté pour partager un langage universel codifié et le transmettre dans le temps à ceux qui nous succèdent. Une libération émotionnelle pour apprendre à vivre avec ses peurs, sa colère, ses deuils. Tout ça était sans doute déjà là, il y a des millénaires. On prenait le temps de ça. Petite parenthèse, si certains concepts vous semblent vagues, c'est normal. On prendra le temps de les définir. Mais grosso merdo, ce qu'on peut déjà en déduire, c'est que la pratique artistique, en plus de nous faire du bien, nous était utile. D'une utilité primordiale à notre équilibre, au point de damer le pion de beaucoup d'autres compétences sur l'échiquier des possibles. Favoriser une vie artistique constitue sans doute un des caractères sélectifs favorables à l'évolution de l'espèce humaine. Dans ce sens, Georges Bataille, auteur du livre « La peinture préhistorique », voit dans les grottes de Lascaux le signe de l'hominisation, c'est-à-dire le moment où l'homme s'est distingué de l'animal par son aptitude à puiser dans sa vie intérieure pour créer. L'archéologue italien Emanuele Anati rédige un texte édifiant à ce sujet. Je cite : « La capacité de créer, à plus forte raison celle de concevoir l'idée de création artistique, implique une structure psychologique qui, pour autant que nous le sachions, est la prérogative de l'espèce humaine. Sans les facultés que suppose une telle prise de conscience de la réalité et un tel besoin d'abstraction, l'être humain dont nous nous faisons l'image ne saurait être complet. Indubitablement, de tels pouvoirs, de tels besoins sont liés à d'autres aspects de l'évolution qui a conduit à l'homme moderne. L'existence de l'art marque un tournant capital, un pas gigantesque dans l'histoire de l'humanité. » Les murs de Lascaux portent le début d'une action désintéressée, différente des besoins primaires. C'est l'affirmation de notre humanité parce qu'elle peut offrir de plus beau dans sa spécificité. Je ne peux pas m'empêcher de penser que nous n'avons qu'effleuré l'œuvre de nos ancêtres les plus lointains. Qui sait ce qu'ils chantaient, les danses qu'ils pratiquaient, les œuvres colossales que nous avons nous-mêmes détruites? À la vue des œuvres rupestres conservées, pouvons-nous supposer le début d'une pratique sublimatoire ou cathartique? À moins de concevoir un jour une machine à voyager dans le temps, on ne peut qu'imaginer leur poser la question.
ce que l'art signifiait pour vous. Et même si une machine à remonter le temps existait, je suis un peu sceptique depuis qu'on m'a expliqué que cette machine devrait aussi être une machine capable de se déplacer instantanément, puisqu'à chaque rotation autour du Soleil, la Terre se désaxe légèrement. Donc revenir des millénaires en arrière, ça revient à se retrouver au milieu de l'espace comme des gros cons. Merci d'avoir suivi ce premier épisode en entier. J'espère qu'il vous aura rendu curieux, qu'il vous aura inspiré. Si vous captez les ondes de Radio Art Thérapie, c'est que peut-être vous avez l'intuition de l'importance que l'art peut encore revêtir dans nos vies. Et si vous le pensez déjà, c'est que nous avons beaucoup en commun. Je peux pas dire combien d'épisodes il y aura. Mais cet épisode 0, c'était en quelque sorte une invitation. Une invitation à saisir la poignée de cette porte dont la dimension nous échappe parfois, alors qu'elle est une part constituante de notre bien-être. À bientôt. Et n'oubliez pas, l'art n'est pas qu'un loisir. C'est une thérapie.